Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais introduire le sujet de cette table ronde. Donc, alors, la crise sanitaire a mis en lumière la complexité du rôle et la responsabilité des communicants, notamment dans leur capacité à engendrer le changement de comportement. Les campagnes de communication lors de la crise ont eu un rôle déterminant dans l'adoption des dispositifs sanitaires. Je pense par exemple aux gestes barrières, au port du masque, à la vaccination. Néanmoins, cette communication a eu un impact limité, comme nous l'ont rappelé Rebecca May et Elisa ce matin. Différents discours contradictoires ont émergé, perturbant la bonne réception des messages. Cette polyphonie participe à l'apparition de vagues de défiance au sein de la population et renforce la crise de légitimité dont souffre l'État. C'est dans ce contexte particulier qu'on remarque l'importance de la prévention et de l'éducation. C'est ce que nous allons développer pendant cet échange. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les intervenants d'être parmi nous pour échanger autour des questions concernant l'éducation et la prévention. Renaud Etier, vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de l'Ouest à Angers et vous travaillez notamment sur l'éducation en temps d'anthropocène. Anne-Caroline Claus-Verdreau, vous êtes médecin de santé publique, responsable de l'Observatoire des pratiques éthiques de l'espace éthique Île-de-France. Vous permettez le recensement des différentes structures éthiques de la région dans le but d'établir un lien entre elles. Et enfin, Sébastien Claes, vous êtes responsable du débat public à l'espace éthique Île-de-France et professeur associé et responsable pédagogique du master conseil éditorial à la Sorbonne Université. Donc, merci encore à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je tiens à rappeler aussi au chat que vous pouvez à tout moment poser des questions et que nous relayerons ces questions auprès des intervenants. Donc, pour comprendre ce sujet, Anne-Caroline Claus-Verdreau, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents enjeux de la prévention ? Oui, merci pour cette introduction. Pour commencer, peut-être je me propose de rappeler brièvement ce qui est la santé publique et notamment ce qui la distingue de la médecine clinique classique, disons. Elle se distingue de la médecine clinique essentiellement sur deux points. C'est déjà que la santé publique va mettre davantage l'accent sur la prévention, beaucoup plus que sur les aspects curatifs. Et par ailleurs, une autre distinction, c'est que la santé publique va plus avoir une approche populationnelle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux populations et non aux individus singuliers. Voilà, c'est-à-dire que la santé publique va mettre l'accent sur un groupe ou sur une population, alors que la médecine clinique va, elle, s'occuper de problèmes de santé d'un individu ou d'une personne en particulier. Et donc, à partir de là, on va s'intéresser à mesurer la santé d'une population ou d'un groupe d'individus. On peut s'intéresser également à la façon dont la santé se distribue au sein de la population. On peut s'intéresser aussi à la façon dont les conditions de vie, les habitudes de vie vont déterminer la santé des individus. Voilà, donc on va considérer les problèmes dans un contexte beaucoup plus global qu'en médecine clinique. Alors, si on en vient à la prévention maintenant, donc c'est un des domaines de la santé publique, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, l'épidémiologie, l'informatique médicale, l'économie de la santé, etc. Et donc, la prévention, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des actions, l'ensemble des interventions qui vont chercher à réduire la probabilité de survenue d'une maladie ou en tout cas d'aggravation d'une maladie, en visant notamment la modification des comportements. Et il faut savoir que la prévention, elle est étroitement liée à la notion de risque, au concept de risque. C'est-à-dire que le risque ici est venu remplacer en quelque sorte ce qui était autrefois considéré comme un aléa ou de la malchance, en tout cas quelque chose de l'ordre de la fatalité. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de risques et on va essayer de trouver des solutions pour prévenir précisément ces risques. Alors sur la question des enjeux éthiques associés à la prévention, je voulais rapidement insister sur deux points, enfin développer deux idées. La première, c'est, je prendrai ici l'exemple de l'addiction du tabac. Précisément pour essayer de lutter contre le tabagisme, on va mettre en place un certain nombre d'interventions qui
qui vise à changer le comportement des fumeurs précisément. Et on va faire cela au nom de la santé, au nom de la valeur santé. Mais évidemment, cette valeur santé, elle va venir entrer en conflit avec la valeur du respect de l'autonomie de l'individu. Voilà, donc la valeur santé entre en conflit avec la valeur de respect de son libre arbitre. Et donc la question éthique ici, c'est jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel point on peut invoquer ces valeurs de bien-être, de santé publique, pour conseiller, voire pour exiger des changements de comportement de la part des individus. Voilà, parce que pour certaines personnes, tout en sachant que fumer est dangereux pour leur santé, malgré tout, ils vont faire le choix du plaisir immédiat. Et donc, ils vont adopter des comportements qui finalement véhiculent d'autres valeurs que les valeurs de la santé. C'est-à-dire, pour le dire autrement, qu'indépendamment des questions de santé, fumer peut être pour certaines personnes une source de plaisir immédiat. Et certains peuvent considérer qu'une consommation raisonnable de tabac ou d'alcool peut, je ne sais pas, contribuer par exemple à une certaine convivialité. Voilà, on peut voir les choses de cette façon-là. Voilà, donc une des limites dans le fait de prioriser la valeur santé face à un certain nombre d'autres valeurs, c'est notamment donc le respect de l'autonomie des personnes, hein, qui est un principe très important, en particulier dans les pays anglo-saxons. Voilà, donc il y a la liberté individuelle de la personne qui ne va pas forcément faire le choix rationnel de ce qui est bon pour sa santé. Et donc, on pourrait se dire finalement, si cette personne préfère fumer et se détruire la santé, finalement, c'est son problème, elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle ne nuit pas à autrui. Voilà, sauf que précisément, il y a toujours un coût pour la collectivité. On connaît évidemment les impacts du tabagisme passif ou les coûts de prise en charge des pathologies qui sont induites par le tabagisme, puisqu'on est dans un système de soins qui prend en charge ces pathologies. On est dans d'autres pays, si on fume et qu'on tombe malade, c'est à nous de payer et ce n'est pas la collectivité qui paye pour nous. Voilà. Alors, autre sujet, hein, au niveau de la vaccination, c'est un peu la même chose. Si on décide de ne pas se faire vacciner, on peut dire que c'est notre liberté individuelle, mais évidemment, ça a des impacts. Ça a des impacts en termes de propagation du virus. Bref, donc en fait, si on décide d'adopter des comportements à risque pour sa santé, il y a forcément un moment où ça a un coût pour l'entourage, un coût pour la collectivité. Et donc voilà, à partir de là, il y a un certain nombre de questions éthiques qui peuvent se poser, hein, notamment est-ce qu'une personne qui refuse de se faire vacciner contre la Covid, est-ce qu'elle a le droit d'accéder en réanimation, ou une personne qui boit et qui à un moment nécessite une greffe de foie, est-ce que c'est éthique qu'elle passe avant une autre personne qui, elle, aurait fait l'effort de ne pas consommer d'alcool, etc. Je reviens sur ce que je disais juste avant. Donc, si je décide d'adopter des comportements à risque, il y a forcément un moment où ça coûte à la collectivité. Et c'est précisément ce point-là qui justifie le fait que certaines recommandations de santé publique prennent finalement parfois la forme d'obligations. Je pense notamment à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, à l'interdiction d'alcool au volant, et puis là récemment au pass vaccinal. Voilà, mais en même temps, pour conclure sur cette première idée, il ne faut pas non plus tomber dans une forme, disons, d'intégrisme préventif, hein, où l'idée, ce serait de suivre à la lettre tous les bons comportements pour rester en bonne santé, donc ne jamais fumer, ne jamais boire, ne jamais prendre de risques dans nos pratiques sportives, ne jamais prendre de risques dans nos pratiques sexuelles, etc. Évidemment, si on fait ça, si on interdit toute prise de risque dans la vie, on fait courir pour le coup un risque majeur à notre santé mentale. Je passerai rapidement à la deuxième idée que je souhaitais développer avec vous. C'est l'idée d'essayer de repenser un modèle de lutte contre les inégalités qui est actuellement essentiellement prioritairement fondé sur l'individu et la modification des comportements individuels. Donc les politiques publiques qui visent la modification des comportements
devrait certes cibler l'individu, mais aussi essayer de créer un environnement qui soit favorable à sa santé. Donc, je pense ici aux conditions de travail, aux conditions de vie, aux conditions socio-économiques des individus qui on le sait, ont un impact sur leur santé. Et précisément, le travail de la santé publique, ça doit être notamment d'essayer de mesurer au mieux l'impact de ces différents facteurs, de ces différents déterminants sur la santé des individus. Et il se trouve que cette vision des choses, où il s'agit finalement de dénoncer certains phénomènes comme étant des injustices, cette vision-là a encore du mal à trouver sa place dans notre pays. Si on prend l'exemple du Covid-19, où ces derniers mois, on avait certains discours qui disons, faisaient une certaine inversion des responsabilités en disant que si la courbe des hospitalisations augmente, eh bien, c'est en fait parce que les Français sont indisciplinés. Et donc, à travers ce discours, on vient culpabiliser les Français en disant que finalement, ils se sont, entre guillemets, relâchés et qu'ils ont manqué de discipline. Sauf que tenir ce discours-là, c'est occulter le fait qu'il y a d'autres facteurs que les comportements individuels qui concourent à la fabrique des inégalités. Donc, c'est l'idée de davantage dénoncer certaines inégalités comme étant des injustices, plutôt que de blâmer les comportements des gens soi-disant irresponsables. Donc, c'est l'idée de dire que ces inégalités ne sont pas uniquement le fruit de comportements à risque, mais qu'à l'origine de ces inégalités, il y a aussi un certain nombre de déterminants structurels, socio-économiques, environnementaux, etc., qui finalement transcendent l'individu et qui ne relèvent pas de sa responsabilité individuelle. Et on peut prendre ici l'exemple du confinement pendant la première vague de la Covid, puisque cette mesure de prévention collective, alors globalement, elle a eu un impact positif sur la population. Globalement, elle a été efficace. Elle a permis de réduire la circulation du virus. Mais si on regarde de plus près, de nombreuses enquêtes ont permis de montrer que cette mesure, en réalité, elle est venue aggraver les inégalités sociales, au sens où finalement les populations les plus pauvres ont été surexposées au virus par le confinement. Donc, je pense ici aux conditions de logement avec des logements surpeuplés, au fait que les populations les plus pauvres avaient moins la possibilité d'être en télétravail, etc. Et donc, le confinement est venu creuser un certain nombre d'inégalités sociales de santé, puisque je pense ici au fait que c'est surtout les personnes les plus pauvres qui ont eu le plus d'impact négatif du confinement en termes de santé mentale, de troubles du sommeil, d'anxiété, etc. Voilà, juste pour conclure sur cette idée, c'est l'idée qu'on ne peut pas se contenter de cibler uniquement la modification des comportements individuels parce que ça ne suffit pas et qu'il y a des responsabilités qui transcendent l'individu, qui sont à un niveau, disons, plus collectif et qui doivent également être prises en compte. Voilà, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Donc, vous nous avez donc parlé des grands enjeux éthiques qui se posent au niveau des politiques de prévention. Et pour aller plus loin, j'aimerais vous demander dans quelle mesure peut se justifier la position paternaliste qu'a pu avoir l'État, notamment pendant la crise Covid. On a tous pu ressentir une sorte d'infantilisation par moment de la part du gouvernement. Et en quoi cette position serait-elle justifiable ? Merci pour cette question. Alors, déjà, juste pour faire une petite distinction préliminaire, me semble-t-il, il y a deux types de paternalisme. Il y a le paternalisme, disons, individuel qu'on retrouve dans le colloque singulier médecin-patient, hein, où le médecin va dire, voilà, je sais ce qui est bon pour toi, donc tu vas faire ça. Et le paternalisme étatique, où là, l'État va intervenir pour le bien-être de la population, au nom du bien de la collectivité. Et ça peut se traduire notamment par la mise en place de mesures contraignantes, de mesures coercitives. Voilà. Et ensuite, effectivement, on peut s'interroger sur les potentielles dérives d'un paternalisme étatique. Donc, parce qu'effectivement, ces derniers mois, on le sait, il y a eu un certain nombre de débordements, de dérives
dans les mesures de sécurité qui ont été mises en place. Alors, je pense ici évidemment à l'interdiction des visites dans les EHPAD. Hein, c'est l'idée de dire on sait ce qui est bon pour vous et ce, indépendamment de ce que vous pouvez en penser. Et on sait qu'il y a des personnes qui, effectivement, sont décédées sans que leurs proches puissent être présents à leur côté à ce moment-là. Alors évidemment, ce genre de situation amène à plutôt être dans la critique et le rejet, disons, en bloc du paternalisme. Mais en même temps, pour nuancer un peu cette position, il faut quand même dire qu'en particulier en période d'épidémie, il y a malgré tout une certaine demande de la part de la population d'intervention paternaliste, parce que finalement, les gens veulent être protégés de la menace épidémique. Et donc, malgré tout, ils demandent à l'État et à la santé publique d'assurer pour eux cette protection. Et par ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, sur cette question-là, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Je dis des banalités, mais en éthique, on n'est jamais dans le tout blanc, tout noir, on est toujours dans des nuances de gris. Et donc, il y a toujours un équilibre à trouver, un équilibre qui doit se redéfinir constamment, et on ne l'a jamais trouvé une fois pour toutes. Et donc, voilà, il y a constamment un équilibre à essayer de trouver entre plusieurs valeurs qui s'affrontent et qui sont toutes importantes. Donc, voilà, il y a ce travail d'arbitrage à faire entre plusieurs valeurs. Et ici, en l'occurrence, je situerais le paternalisme plutôt du côté du principe de bienveillance, où finalement celui qui sait va venir ordonner des comportements qu'il juge bons, ou au contraire interdire des comportements qu'il juge mauvais, et ce, indépendamment de ce que la population en pense. Voilà. Donc ce principe de bienveillance, il vient ici en contradiction évidemment avec le principe d'autonomie et d'empowerment. Et donc, il y a en permanence un équilibre à trouver entre bienveillance et autonomie, et pour le dire autrement, un équilibre à trouver entre les mesures contraignantes prises par l'État au nom du bien commun et de l'autre côté, les libertés individuelles. Et me semble-t-il, c'est cet effort constant d'arbitrage qui permet de venir légitimer les décisions, les interventions qui sont décidées. Et c'est ce travail d'arbitrage qui permet d'éviter les dérives de ces interventions. Et sur cette opposition entre pouvoir de coercition et liberté individuelle, entre bienveillance et autonomie, on peut dire que dans certaines situations, notamment en période d'épidémie, les individus peuvent décider d'utiliser leur autonomie pour décider précisément de déléguer la décision à prendre à une autorité qui jugerait plus compétente sur certaines questions. Voilà, j'espère que ça répond oui, parfait, à votre merci. question. J'avais une dernière question et peut-être M. Etier en ligne pourra également réagir. Donc, l'OMS parle d'infodémie concernant la multiplication des fake news, notamment pendant la crise sanitaire. Donc, selon vous, comment aurions-nous pu endiguer l'apparition massive de tous ces discours complotistes que nous avons pu voir fleurir un peu partout? C'est une question compliquée. Je n'ai pas du tout la prétention d'en avoir la réponse, mais mais ce qui m'est venu quand vous m'avez posé la question, c'était je pensais au pass vaccinal, au pass sanitaire, à toutes ces mesures qui ont été mises en place. Et je me disais, je ne suis pas évidemment la seule à tenir ce discours-là, mais qu'avec ces mesures-là, on était davantage dans une logique de la sanction, dans ce que certains ont appelé la gouvernance par la peur, donc plutôt dans une logique de la sanction que dans une logique de prévention, de sensibilisation, d'éducation à la santé. Et que précisément cette logique d'éducation, de sensibilisation, elle va plutôt favoriser l'autonomie, l'empowerment, l'implication de la population dans ces problématiques, alors qu'à l'inverse, la logique de la sanction, la gouvernance par la peur, elle va plutôt avoir tendance à venir geler la réflexion
disons qu'on n'est pas dans un environnement mental qui va favoriser le déploiement d'une réflexion critique. D'ailleurs, c'est l'idée que certains ont pu défendre, hein, qu'en situation d'urgence, en situation de crise, on devrait plutôt, soi-disant, mettre ses préférences et ses opinions de côté, et que finalement, c'est pas le moment de venir discuter les décisions, c'est pas le moment de venir contester les choses et débattre des mesures qui ont été mises en place. Voilà. Il s'agit juste d'obéir et de se taire. Voilà. C'est quand même un certain discours qui a été tenu ces derniers mois. Et finalement, c'est l'idée de dire qu'en situation d'urgence et de crise, on n'a pas le temps d'instaurer un dialogue avec la société civile. Et finalement, voilà, on n'a pas le temps de s'embarrasser, entre guillemets, avec la démocratie. Sauf que, et j'en reviens à votre question, me semble-t-il, cette façon de faire, elle va venir fragiliser aux yeux de la population la légitimité des décisions qui sont prises. Et ça va venir du coup installer un climat plutôt de défiance. Et me semble-t-il sans doute que ce climat de défiance contribue à installer un terreau favorable à l'émergence de théories complotistes. Et par ailleurs, il me semble que si, et là on sait qu'on est plutôt en retard sur ce point-là en France, si la population française avait été davantage sensibilisée en amont de la crise à ces questions, disons s'il y avait une plus grande culture de santé publique ancrée dans les mentalités, sans doute que les différents messages de prévention auraient été mieux reçus et mieux acceptés, puisqu'on sait qu'en santé publique, le succès, la réussite des interventions qui sont mises en place, ce succès dépend en grande partie du degré de mobilisation, de participation de la population à l'élaboration et à la mise en place de ces mesures. Et donc, me semble-t-il sans doute que si on avait eu une population davantage sensibilisée à ces questions, davantage impliquée dans ces problématiques, sans doute que cela aurait permis de freiner ou de contrecarrer l'adhésion de certains au discours complotiste. Merci beaucoup, c'était très clair. Peut-être que M. Etienne en ligne voudrait réagir. Alors donc moi, comme il a été dit dans la présentation, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Donc c'est vrai que j'ai une orientation qui va aller dans ce sens-là. Je vais aborder 3 points. La question de l'ignorance et de l'erreur, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'autorité, et notamment de l'autorité dans le domaine du savoir. Et le troisième point, c'est la question des conditions de construction ou de reconstruction d'un rapport au savoir qui soit fiable et étayant. Voilà, alors, premier point, comme vous le savez, à partir des Lumières notamment, s'impose plus ou moins l'idée qu'il faut lutter contre l'ignorance. Kant le disait, hein, ose savoir qu'est-ce que les Lumières, et puis l'école républicaine va ensuite enchaîner là-dessus, il faut lutter contre l'ignorance, le peuple est ignorant, les savoirs vernaculaires sont surtout des savoirs de superstition, etc. Et donc il faut apporter le savoir. Bon. Et il me semble qu'on est arrivé au bout de cette perspective. Bon, en tout cas, c'est une hypothèse que je propose, hein, ce n'est pas une vérité révélée, mais une hypothèse que je propose, qu'on est arrivé au bout de cette perspective, dans le sens où ça fait maintenant longtemps que tout le monde est scolarisé, on a allongé la durée des études, il y a des médias en Occident qui sont libres, on a un public de lecteurs. Avec le numérique, qui plus est, tout le monde est informé, les médias, le numérique, l'information circule, etc. Bon, donc, pour le dire d'une certaine façon,
par une formule un petit peu concise, je dirais qu'il y a de moins en moins d'ignorance, mais il s'avère que la quasi-disparition de l'ignorance semblerait s'accompagner de plus en plus d'erreurs, en fait, dans le sens où Gaston Bachelard, le philosophe, disait bien que le problème du rapport au savoir, ça n'était pas d'abord un problème d'ignorance, mais beaucoup plus un problème d'erreur. D'ailleurs, dès l'enfance, il n'y a pas tellement de vide dans la conscience de l'enfant. En fait, l'enfant fait sans arrêt des hypothèses, sauf que ces hypothèses, elles sont souvent erronées parce qu'elles ne sont pas fondées, en fait, ni sur une observation, ni sur une expérimentation, ni sur une transmission. On fait des hypothèses spontanées sur tout un tas de choses. Alors, je suis extrêmement frappé, et je dois le dire, frappé à double titre, c'est-à-dire frappé comme tout un chacun, mais aussi par ce qui circule sur la question de l'infox, etc. Mais je suis aussi frappé de près parce qu'il se trouve que tous ces derniers temps, j'ai rencontré des individus qui ont témoigné de ce qu'on pourrait appeler une espèce de doute radical qui, pour moi, confine au doute pathologique, c'est-à-dire qu'il y a une perte presque complète de confiance dans des savoirs qui, pourtant, ont été construits de façon rationnelle. Et systématiquement, je dis bien systématiquement, c'est à mettre en lien avec la fréquentation des réseaux sociaux. C'est-à-dire il suffit de s'y intéresser pour savoir, alors par exemple, d'où vient ce que tu me dis que tu sais? Et là, on a régulièrement cette réponse que, en fait, c'est par les réseaux sociaux. Donc là, il y a manifestement un problème sur lequel je vais revenir. Toujours est-il qu'il me semble qu'on peut poser, c'est mon premier point, le fait que l'ignorance n'a cessé de reculer et pourtant, ça n'empêche pas l'erreur et peut-être même de plus en plus d'erreurs et de doutes. Alors, ça conduit pour moi au deuxième point qu'on peut caractériser par une crise générale de l'autorité dans tous les domaines, absolument tous les domaines. C'est vrai en éducation. Bon, éduquer, et Freud disait déjà que c'était un métier impossible, mais c'est vraiment devenu impossible dans le sens où la contestation est permanente, aussi bien en termes de régulation sociale, la régulation des comportements, qu'en termes de transmission des savoirs. Voilà, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, de qui le tenez-vous, mais qu'est-ce qui fait que vous prétendez en savoir plus que les autres? Bon. Et de quel droit est-ce que vous me dites que je ne dois pas faire ceci et que je dois faire cela? Voilà, ça c'est pour l'enseignement. Mais on voit bien que les médecins sont aussi remis en cause, les personnalités politiques, les scientifiques, les experts. Donc là, on peut dire qu'il y a une crise générale de l'autorité. Ce que je voudrais apporter, je l'espère à nouveau frais dans cette analyse, c'est qu'il me semble que cette contestation est fondamentalement ambivalente, en fait, pour ne pas dire qu'elle est paradoxale. En tout cas, elle est psychiquement ambivalente. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je constate que ce sont les mêmes individus, bon, et là vraiment je m'appuie sur mon expérience, ce sont les mêmes individus qui contestent l'autorité et qui lui reprochent d'être abusive. Alors, d'un certain point de vue, je prends un peu le contre-pied de ce qui a été dit, mais en tout cas, c'est peut-être un complément, enfin, la complémentaire par rapport au paternalisme. Moi, ce que je vois donc, c'est qu'on conteste beaucoup l'autorité en tant qu'elle est abusive. Alors, je vous donne juste une vignette de ça. Voilà, une amie qui dit, hein, je ne l'invente pas, Poutine, c'est un grand esprit. Là, c'était au début de la guerre. Macron, c'est un dictateur. Bon. Quelqu'un d'instruit, cultivé, mûr, raisonnable, n'ayant pas une vie folle, etc. Donc, alors évidemment, les éléments de langage sont intéressants parce que tout est maximalisé, c'est-à-dire, voilà, Macron dictateur. Et donc, pourquoi dit-elle ça? Parce qu'elle a été en lutte contre la vaccination. Donc, Macron, c'est un dictateur.
Donc l'autorité, elle est abusive. Alors on pourrait se dire, mais au fond, on peut le comprendre, c'est une expression comment dire, historique qui a émergé dans les années 70 notamment, de la contestation, de la revendication d'autonomie, de la liberté, de l'individualisme, de l'horizontalité, de la démocratie, tout un tas de choses qui sont peut-être… Sauf qu'il y a en même temps une attente d'autorité absolue, en fait. Et là c'est quelque chose qui me questionne énormément, c'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas simplement qu'on reproche aux autorités, alors je le mets au pluriel tout à coup, de ne pas toujours savoir, enfin, de poser des contraintes, c'est qu'on leur reproche de ne pas avoir un savoir absolu, en fait. Et ça m'a beaucoup marqué, beaucoup frappé pendant la crise de la Covid, où au fond, j'entendais beaucoup ça, c'était « ah ben, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils disent une chose, et puis une semaine après, ils disent autre chose, les médecins, ils pataugent ». Et en fait, il y avait une impossibilité manifeste de comprendre que tout le monde était pris dans un phénomène complètement nouveau, que tout le monde était en train d'apprendre, et qu'il y avait des personnes mieux placées que d'autres pour analyser cependant ce qui était en train de se passer, qui faisaient des recommandations, on va dire, raisonnables, sans qu'elles puissent être pour autant absolument incontestables et sûres à 100%. Mais finalement, le reproche, c'était, puisque ton savoir n'est pas absolu, puisque tu ne sais pas aujourd'hui comment ça va se passer dans 2 ans, puisque tu ne sais pas aujourd'hui comment ça va se passer pour tout le monde, alors tu n'as aucune autorité, je ne te prête aucun crédit. Vous voyez, il y a un passage par l'extrême en quelque sorte. Alors, ce que je vois, moi, derrière ça, du fait de ma sensibilité psychanalytique, par ailleurs, c'est qu'au fond, ça interroge la figure parentale, en fait. Et moi, en complément du paternalisme dont on a parlé, je vois l'immaturité, c'est-à-dire en fait une position volontiers infantile qui tout à la fois conteste en permanence toute forme d'autorité et en même temps réclame un maître, en fait, un maître qui serait peut-être bien un dieu. D'où, du coup, cette formule dans laquelle il y avait tout, là, chez cet ami qui dit ben voilà, Macron est un dictateur, Poutine, c'est un grand esprit. Et ben tout à coup, ça c'est clair, pour moi en tout cas, c'est-à-dire, ben voilà, on conteste l'autorité, mais derrière ça, on voudrait une autorité absolument intangible, donc un parent tout-puissant quelque part. Alors je dirais que, pour terminer sur mon deuxième point, le numérique on va dire, est l'expression, le moyen technique de ce processus-là, puisque en fait, c'est le moyen par lequel les enfants parlent entre eux, et c'est vrai en plus, les enfants, les adolescents, et des adultes aussi, en fait, ramenés à une forme d'immaturité, puisque en fait, toute forme d'expression est portée à l'équivalence d'un savoir. Je peux dire tout et n'importe quoi, ça va circuler, et plus ça circule, plus ça a de chance d'être pris pour quelque chose de vrai. Donc, Pierre-Paul Jacques peut dire qu'il y a des milices néo-nazis en Ukraine, ça circule et il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vont croire du coup que l'intervention russe est légitime. Mais la question ne se pose jamais de savoir si ces informations, entre guillemets, sont sourcées, en fait. Est-ce que l'ONU a observé quelque chose? Est-ce que les ONG ont observé quelque chose? Est-ce que l'Europe a observé? Non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question puisque, on le sait, l'autorité est illégitime, toutes les instances du savoir sont illégitimes et donc le savoir ne peut procéder que par la bande. Alors, pour terminer, en dernier point, du coup, à quoi ça mènerait en éducation? Je crois qu'il faut, là, pour le coup, aller au bout du problème. Et le problème, c'est que je ne vais pas du tout plaider pour une restauration de l'autorité, mais par contre, prendre très au sérieux la nécessité d'un réaménagement extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il me semble devenu pratiquement impossible
de transmettre des savoirs à l'ancienne. Il me semble donc qu'il y a 3 nécessités aujourd'hui. La première, c'est que toute question doit être problématisée, et ceci dès l'école primaire. Donc, que toute question soit formulée sous forme d'hypothèse et abordée comme telle. La deuxième chose, c'est que de cette problématisation découle un travail documentaire avec, et ça se forme, ça, un souci permanent, comme pour les journalistes, comme pour les scientifiques, du sourçage. Voilà, ce que j'ai appris, je peux savoir d'où ça vient et comment ça a été élaboré. Et est-ce que ça a été élaboré dans des conditions qui permettent une certaine fiabilité. Et puis le troisième paramètre, c'est celui de la discussion. C'est un paramètre qui peut être finalement assez délicat, parce que là, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire la discussion, c'est pas est-ce que la Terre est plate ou pas, ou est-ce que la Covid est d'origine extraterrestre. C'est pas là que doivent, enfin on peut toujours en parler, mais la discussion doit avoir lieu entre des individus qui ont fait un travail de problématisation et de documentation, et qui confrontent leurs sources et qui, du coup, établissent à leur échelle ce qu'on peut attendre finalement de toute communauté éclairée, pour ne pas dire une communauté scientifique, c'est-à-dire la recherche du meilleur consensus possible. Alors évidemment, le pédagogue, l'éducateur, l'enseignant ont un rôle majeur à jouer pour encadrer ce genre de travail, mais je crois que ça déplace complètement la question du rapport au savoir. Désolé du fait que je sois loin, c'était pas facile pour moi de venir, et merci de votre attention. Merci beaucoup. Peut-être que M. Claes voudrait réagir. Ah oui, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup, Renaud. En effet, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, surtout que ça croise complètement ce qu'on fait à l'espace éthique avec les scolaires. Et pour le coup, l'apprentissage du débat et l'apprentissage du fait que le débat n'est pas un bavardage en classe qui dure 1 heure et puis après on ne se revoit plus, mais qui est une construction collective sur la durée, aboutissant à un objectif, en l'occurrence une publication, un rapport, une prise de parole dans un événement public, etc., qui aboutit en réalité à la constitution d'un mini-espace public au sein de la classe, visant à ouvrir l'espace public extérieur à la classe. Et donc ça me paraît vraiment une piste très importante. Et puis je te rejoins aussi naturellement sur la problématisation, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, du travail qu'on fait à l'espace éthique. Donc voilà, ça me conforte aussi dans l'idée que notre projet de dossier de la revue française d'éthique appliquée, il faut vraiment qu'on le lance, qu'on prenne le temps. Oui. Je pense que c'est des idées très importantes. On va en parler. Oui. Et puis pour conclure, voilà, quelques réactions par rapport à ce que tu dis. J'ai trouvé que ce rapport à l'autorité mérite d'être creusé, parce que quand je t'écoutais parler, effectivement, j'ai trouvé que c'était très éclairant par rapport à de nombreux phénomènes, en apparence complètement paradoxaux, mais qui en réalité s'expliquent, en tout cas peuvent s'expliquer avec ton hypothèse, c'est-à-dire déçu d'une autorité qui est vue comme défaillante. L'autorité défaillante n'étant plus source de confiance, toute décision provenant de cette autorité est prise comme une décision arbitraire et abusive, contrairement à des prises de finalement à des décisions prises par des autorités vues comme indéfectibles, enfin infaillibles, et qui sont davantage légitimes. Donc, ce qui permettrait de penser un système autoritaire perçu comme beaucoup plus légitime et s'appuyant sur un point de vue, s'appuyant sur le peuple, contrairement à un système finalement perçu comme défaillant et du coup plus autoritaire. Enfin, il y a une tension là que tu m'as permis de comprendre, qui était encore opaque pour moi jusque-là. Je te remercie. Oui, je vois qu'on se comprend très bien, tant mieux. Je pense que derrière
le soupçon et le doute, malheureusement, il y a une attente de totalité et d'autorité absolue. Et là, c'est très inquiétant, en fait. On aurait pu envisager que le doute généralisé aboutisse à un grand esprit critique, à beaucoup de recherche, à un investissement démocratique, à une recherche du débat, mais pas du tout, en fait. C'est parti tout à fait dans l'autre sens. Parce qu'il s'agit de penser le doute et l'esprit critique, parce qu'il y a une dérive du doute, et l'esprit critique, ce n'est pas la critique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de concepts qui sont après à repréciser. Effectivement, il faut partir du début. Je pense que dans la politique éducative qu'on doit avoir de ce point de vue-là, ce n'est pas expliquer les grands mots, la République, c'est ça. C'est très bien de le faire, mais c'est surtout très bien de le pratiquer. Il faut pratiquer. Le faire en vrai, ce n'est pas simplement le dire, mais c'est le pratiquer ensemble. C'est ça qui permet de comprendre et finalement de trouver un mode de vie, une manière de vivre ensemble. Tout à fait, c'est bien par les pratiques. Oui. Si vous aviez quelques questions, peut-être. Questionnement. Pour revenir à l'autorité protectrice, c'est un concept que j'aime bien. Je suis médecin, mais je suis un sociologue avant des portraits, mais j'interviens toujours en tant que médecin dans un établissement psychiatrique. Et un établissement psychiatrique, lieu où il y a une autorité protectrice, parce qu'il y a une autorité qui est légitimée par la loi, une autorité protectrice. Au moment du Covid, comme mes collègues psychiatres me disent, ça va être l'enfer, on va examiner les patients, des patients qui sont plutôt intolérants aux frustrations, ça va être l'enfer. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu en santé publique beaucoup de papiers? On a vu beaucoup de papiers sur Covid et conséquences psychologiques, psychiatriques et autres. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup de papiers Covid en milieu psychiatrique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de problème. Pour deux raisons. Un, ils n'ont pas fait beaucoup de Covid. Ça, pour des raisons scientifiques. Et deux, parce qu'il n'y a pas eu de problème même de gestion des mesures d'isolement. Curieusement, il y a eu une acceptation tranquille. Ça a été surprenant. Je n'ai pas eu un seul patient qui a refusé la vaccination en psychiatrie. On voit bien que pour des patients délirants, pas un refusé. Et pourquoi eux-mêmes, certains ont remercié. Un, parce qu'on a été devant deux, on leur a pas demandé d'aller effectivement dans les centres de vaccination. On a été les faire chez eux, ou dans un établissement, ou chez eux. Mais surtout, parce qu'ils ont admis qu'il y avait une autorité protectrice. Ils ont bien compris une chose, c'est que l'autorité qu'on exerçait, c'était pour les protéger. Et je crois que ça, c'est une notion intéressante. L'autorité protectrice, qui elle va être, par contre, elle est légitimée par la loi. Ce qui aide aussi à ça, c'est une certaine légitimation par la loi. En psychiatrie, cette autorité est légitimée par la loi. Mais, par contre, il y a des traitements hors traitement psychiatrique, je rappelle, qui est basé sur le patient conserve sa liberté. Il n'a aucune liberté pour le traitement psychiatrique, imposé de façon par la loi. Pour tous les autres traitements, on doit leur demander, c'est la loi 2002, et l'application. Donc, ils ont été tous volontaires pour la vaccination, et pas un à refuser la vaccination. Voilà. C'est ce qui est quand même intéressant. Et il n'y a pas eu de campagne particulière, il n'y a pas eu de mesures coercitives. Aucune mesure coercitive n'a été appliquée à leur égard. On ne nous a pas menacé de quoi que ce soit. Etc. Il n'y a eu aucune. Il n'y a eu aucun refus. Merci pour ce témoignage. Renaud, je ne sais pas si tu as entendu. Oui, alors pas très bien, mais en tout cas, j'ai bien compris que le propos portait sur l'autorité protectrice. Dans mon vocabulaire à moi, je travaille souvent sur la notion de contenance. Il me semble en fait que on ignore souvent à quel point on a besoin et d'être contenu et de pouvoir contenir l'autre pour avoir une vie sécure, et que l'autorité traditionnelle faisait ce office de contenance, et que maintenant que ça a explosé, c'est difficile, et peut-être bien que là les patients en fait ont pu témoigner de leur reconnaissance d'être contenus finalement et par là protégés. Dans les EHPAD, qu'en est-il de cette autorité protectrice dans
la pandémie? Ah, ça, c'est une question très complexe qui s'adresserait davantage à notre collègue Fabrice Xil. Mais ce que je veux dire, c'est que si on considère qu'il y avait une pratique protectrice également dans les EHPAD, qu'est-elle devenue pendant les de la pandémie? Donc, ah non, mais je pense que ce n'est pas du tout la même problématique, hein. Les hôpitaux psychiatriques ou les structures de prise en charge psychiatrique et les EHPAD. Oui, mais à mon avis, c'est la question du public, hein, qui n'est pas du tout la même. De la même façon, dans les situations de handicap, le public n'est pas du tout le même que dans les EHPAD. On ne peut pas mettre tout ça sur un même plan d'équivalence. Et pour le coup, moi, je pourrais vous parler du handicap, que je connais bien. Par contre, les EHPAD, je préfère pas m'aventurer sur ce sujet parce que je ne suis pas sûr de vous dire quelque chose de très exact. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ça mériterait d'être creusé. Cela dit, à l'état de question, même sans pouvoir répondre, je peux déjà dire que c'est une bonne question. Il y a un problème. Enfin, il y a un problème, une problématisation possible. Donc, merci beaucoup à nos intervenants d'avoir répondu présent. Et je vais donc laisser la parole à M. Claes pour conclure cette journée de colloque.